Dans nos précédents entretiens, on a déjà parlé de la possibilité de parfois se laisser un peu égarer ou chahuter ou tenter par des courants subtils. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de comment on peut se laisser séduire et du pendant de la séduction, dont on a déjà parlé peut-être, ou en tout cas que tu as déjà mentionné, qui est assez proche, alors que moi je pensais que c'était assez opposé, qui est celui de la menace. Comment est-ce que tu peux nous éclairer ? On préfère être séduit que menacé, de manière générale. Et pourtant, une fois qu'on est sorti de la séduction, on mesure aussi parfois qu'on a été très pris au piège, finalement. Dans les deux cas, quelque chose parle du fait qu'on n'est pas suffisamment ancré en soi-même et dans la réalité pour résister à la puissance d'attraction de la séduction qui nous attire, qui nous fait sortir de nous-mêmes et aller vers l'autre, parfois de manière tout à fait irréfléchie, qui peut se révéler toxique par la suite, comme dans la prédation et la manipulation perverse. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, souvent que se révèle l'autre côté de la médaille, la menace. La menace, elle, bien sûr, quand elle est directe, elle nous amène plutôt à nous rétracter, à essayer de fuir, mais dans les deux cas, c'est difficile de rester présent à soi et à la situation. Il y a quelque chose dans l'énergie que l'autre met en jeu, utilise, manipule, y compris parfois en créant des circonstances favorables ou défavorables, qui nous prend finalement un témoin comme un objet, comme une chose passive. On perd son discernement et on devient cette sorte d'électron libre comme ça que l'autre peut aimanter ou au contraire repousser. On n'a plus son libre arbitre. Par ailleurs, la séduction comme la menace, quand on y regarde un peu plus près, ont en commun une forme de harcèlement, c'est-à-dire une forme de pression insistante. Je parle de séduction, je ne parle pas de désir, bien sûr, je parle de cette manière dont quelqu'un décide qu'il va t'avoir et qu'il met tout en œuvre pour ça. On le fait sortir par la porte, il revient par la fenêtre, etc. C'est finalement simplement une menace déguisée. Et il y a dans la menace aussi une sorte de séduction dans le sens où la menace nous fait croire à la toute-puissance de l'autre, à sa capacité d'obtenir ce qu'il veut à notre détriment sans qu'on puisse rien faire. Dans les deux cas, finalement, menace ou séduction, on est impuissant. On est amené à se sentir impuissant. Oui, quand tu parlais de cette bascule qui peut s'opérer entre la séduction puis la menace, ça me fait penser à parfois la façon dont on peut se laisser tenter de se projeter dans un rôle qui serait tout trouvé et qui irait satisfaire l'autre personne et qu'elle nous attire en fait dans ce rôle-là, mais qui du coup nous empêche d'être en nous-mêmes et d'être nous-mêmes. Et à partir du moment où on commence à sortir de ce rôle, là la menace intervient parce qu'on sort du cadre qui était censé être celui de la relation. Oui, on ne s'inscrit plus dans le programme. C'est-à-dire menacer ou séduire, dans les deux cas, c'est une programmation. Il n'y a rien de spontané, il n'y a rien de sincère. C'est un artifice, bien sûr. C'est une sorte de guerre sournoise. C'est fait pour détruire, pas du tout pour rencontrer. C'est juste un dispositif à peine maquillé d'un rapport de force cruel qui vise à instrumentaliser autrui, à le mettre en esclavage, à évincer son âme pour se nourrir de son énergie. Ça me rappelle, en t'écoutant, le documentaire qui avait été fait sur Harvey Weinstein, et cette manière dont il exerçait une forte pression comme ça sur une jeune femme pour qu'elle lui cède. Et vu qu'elle ne cédait pas, il lui disait « Mais pourquoi refuser quelque chose qui va te prendre 5 minutes et qui t'assurera la paix ensuite ?» Et c'est ça, l'argument ultime, c'est comme la torture, cède et tu auras la paix. Et si on cède, bien sûr, on n'a pas la paix, on tombe en enfer, parce qu'on est sous la domination de l'autre. On l'a laissé entrer. Comment est-ce que tu penses qu'on peut affûter un peu nos sens, notre capacité à percevoir quand il y a ce type de séduction-là, donc pas du désir,
ou de la menace parce que elle vient pas toujours de façon aussi explicite. Je dirais, c'est comme avec la torture. Il faut résister à la tentation du soulagement, de cette chose qui dit à un moment « je n'en peux plus, je suis prête à faire n'importe quoi pour que ça s'arrête ». C'est de supporter que ça puisse continuer encore, alors qu'il suffirait de... Ouais, c'est vraiment la grande tentation. Hein. Et d'une certaine manière, de continuer à privilégier l'épreuve sur le soulagement, pas parce qu'on est masochiste, mais parce qu'on sait que d'une certaine manière, le soulagement va juste créer un degré de plus dans l'emprise. Il n'y aura pas de sortie du piège. Alors que quand on tient, il y a davantage de possibilités qu'effectivement la situation change parce qu'on sort du rapport de force, on sort de l'illusion. Et sur la question de comment affûter notre perception, il faut écouter profondément ce qu'on éprouve au-delà de l'évidence que l'autre me plaît, ou il m'attire, ou il me fait peur. Plus profondément que ça, qu'est-ce qu'on sent comme nécessaire dans le moment. Ça demande aussi de sortir de l'immédiateté de l'attente de ce soulagement. Il faut être à la fois très présent à soi-même dans le moment, supporter le désagrément, souvent corporel, énergétique, sensoriel qu'on éprouve, pour continuer à aller jusqu'à la dimension du sens. Quand on arrive à voir le sens que ça a, c'est-à-dire quand on voit la stratégie de l'abuseur, etc., ça décroche. Ça n'a plus de pouvoir sur nous. Mais ça demande de s'engager très profondément. Et moi, je sais que personnellement, la question du dégoût a souvent été un obstacle. C'est-à-dire même le dégoût est un artifice que la perversion met en place pour qu'on regarde ailleurs, pour qu'on se détourne, pour qu'on n'aille pas y voir de trop près. Il faut traverser le dégoût, entre autres. Donc c'est pas une mince affaire. Bon, est-ce que il y a autre chose que tu aimerais dire sur ce sujet ? Peut-être juste rappeler que par nature, la pulsion est ambivalente. C'est-à-dire, la pulsion, c'est comme un carburant, ça n'est ni bon ni mauvais, ça dépend de ce qu'on en fait. Pour toutes sortes de raisons, beaucoup de gens l'utilisent comme un carburant qui tourne en rond et qui cherche juste à produire du fantasme. Ça existe, bien sûr, c'est possible. On n'est pas obligé d'adhérer. On peut faire un autre choix, on peut chevaucher sa monture pour faire un beau voyage. Merci Carole. Merci à vous de nous avoir écoutés. Dites-nous si ça vous éclaire, si vous avez aussi en fait rencontré ces situations où vous vous êtes laissé séduire, où vous avez surmonté aussi une menace ou une relation qui parlait plus de pouvoir que de désir. Et on vous dit à la semaine prochaine.